L'actualité des marchés financiers a révélé l'existence d'acteurs peu connus du grand public et pourtant extrêmement puissants, des fonds activistes. De grands groupes sont ainsi contraints d'adapter leur stratégie ou leur gouvernance sous la pression de ces actionnaires activistes, parfois désignés comme prédateurs ou fonds vautours. De quoi s'agit-il ? Pour discuter de cette question, nous accueillons aujourd'hui Julia Guinchard-Nascimento, qui est directrice des programmes Graduate de l'ISC Paris. Julia, bonjour. Pouvez-vous nous éclairer sur les sources de l'activisme actionnarial ? Bonjour Alexis. En finance, l'approche classique consiste à investir dans une société aux fondamentaux solides et attendre qu'elle se valorise au fur et à mesure. De nombreux fonds de private equity fonctionnent sur ce modèle. L'activisme actionnarial adopte une position divergente en déployant des comportements opportunistes qui sont étayés par une analyse différenciée. Dans la pratique, on distingue l'activisme long et l'activisme short ou court. L'activisme long renvoie aux situations où l'activiste a la conviction qu'une société est sous-évaluée. Il entre au capital de l'émetteur afin d'exiger des évolutions significatives, notamment en termes de gouvernance ou de stratégie. Son but est de tirer profit d'une appréciation de la valorisation de la société consécutivement à son action. L'activisme court renvoie à des situations dans lesquelles l'activiste a au contraire la conviction qu'une société est surévaluée. Il prend des positions courtes sur le titre. Son objectif est de bénéficier d'un ajustement à la baisse du cours. Dans ces cas, l'activiste partage son opinion sur la situation de l'entreprise auprès des analystes financiers et des médias. Concrètement, comment opèrent les fonds activistes ? Ces deux approches, longues ou courtes, ont en commun de s'attaquer directement aux choix stratégiques de l'équipe dirigeante en place. Les campagnes activistes vont porter soit sur des prises de participation afin de prendre le contrôle, soit sur des discussions privées ou publiques avec l'entreprise visée, ou encore la sollicitation du soutien d'autres actionnaires. Les buts de l'activiste initiant l'attaque sont variés. Certains activistes remettent en cause directement la stratégie, l'organisation financière et la gouvernance de l'entreprise ou de son board, tandis que d'autres souhaitent imposer des orientations et priorités sur les décisions éthiques, environnementales ou sociales. À partir du moment où l'action d'un fonds activiste devient publique, il s'ensuit nécessairement des mouvements massifs de valorisation de l'entreprise sur le marché financier. Depuis la crise financière de 2008, on observe une augmentation de l'activité des fonds activistes et tout particulièrement en Europe. Rappelons les principales conséquences de la crise des subprimes. Tout d'abord, de nombreux actifs financiers ont été massivement dévalorisés, entraînant la faillite de nombreux établissements financiers. Ensuite, à l'occasion de la crise des dettes souveraines, les banques centrales ont engagé une politique monétaire accommodante, proposant des taux historiquement bas sur une longue période. Ce contexte peut expliquer l'essor des stratégies activistes. Les incursions activistes se sont en effet multipliées en Europe ces dernières années, et notamment en France. En 2018, 226 entreprises ont été la cible de fonds activistes, contre 188 en 2017. Plus frappant encore, sur un total de 56 milliards de dollars dépensés par les fonds activistes en 2018, 24% ont été investis dans des entreprises européennes. En juin 2019, ce chiffre était d'ores et déjà consolidé à hauteur de 20%. Il est important ici de noter l'absence d'un consensus académique sur les effets positifs ou négatifs des fonds activistes. S'agit-il d'une pure spéculation ou bien de mouvements nécessaires au fonctionnement du marché ? On le voit, il est difficile de proposer une définition universelle d'un fonds activiste, et notamment en raison de la diversité des profils et des méthodes utilisées. Juridiquement, il n'existe pas de définition communément reconnue. Un fonds d'investissement n'est reconnu comme activiste que par son comportement d'actionnaire. Simon Guéguin et Lionel Melka, dans un ouvrage paru en 2021 intitulé « Les fonds activistes », identifient deux catégories. Les icônes, parfaits représentants de l'activisme, comme Carl Icahn ou Bill Ackman, et les insolites, qui vont se distinguer par une approche plus singulière. Citons comme exemple les fonds éthiques. Les réponses envers un fonds activiste ne sont pas simples à trouver. Dans la mesure où les stratégies des fonds activistes sont multiples, dissimulées et généralement complexes, les entreprises ciblées doivent préparer leur défense. La première question concerne le type de réponse. Le management doit-il entrer en conflit avec le fonds activiste ou bien chercher à négocier ?
Dans le cas d'une coopération avec le fonds, la question portera sur les éléments de compromis. Qui négocie et quel est le mandat acceptable pour quelle inflexion des décisions stratégiques? Dans le cas d'un conflit, c'est l'ensemble des tactiques managériales, financières et communicationnelles qui doivent être mobilisées. La communication joue un rôle crucial. Elle doit être transparente et uniforme face aux exigences des activistes. On observe que les premières victoires se gagnent sur le front de l'information. Le deuxième enjeu, dans une réponse conflictuelle, concerne le board ou conseil d'administration. Comment vont réagir les différents membres du board? Qui vont-ils soutenir? Quelle défection peut-on attendre? De nombreux activistes jouent des tensions internes entre les membres d'un board. On le voit donc, les activistes actionnariaux poussent les entreprises visées à repenser en profondeur leurs forces et faiblesses, l'état de leur gouvernance et la solidité de leurs décisions stratégiques. Ce sont devenus des acteurs incontournables de la réflexion stratégique. Dans le cadre de Business Game que nous avions réalisé ensemble avec Julia Guinchard-Nascimento, dans des cursus de gestion comme des Master 2 ou en MBA, nous avions organisé des jeux de rôle sur des cas fictifs de prise de participation dans une entreprise, en testant les réactions d'un board imaginaire face à un activiste. Ce qui était particulièrement frappant dans le cadre de nos expériences, menées auprès de plusieurs cohortes d'étudiants, c'était le recours systématique du board à la désignation d'un bouc émissaire. En général, nous avons observé que ce board fictif, constitué donc par des étudiants d'origine internationale, rejetait majoritairement la proposition de changement stratégique du fonds activiste. Mais, comme pour légitimer ou renforcer leurs décisions, ce même board décidait de sacrifier l'un de ses membres en lui faisant porter quelques erreurs de stratégie, sans pour autant remettre en cause des grands choix stratégiques, comme par exemple la définition du portefeuille des activités de l'entreprise. On peut conclure en rappelant ici le rôle fondamental des régulateurs comme la Commission européenne. Ces arbitres de la règle du jeu doivent s'assurer que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, mais aussi les employés, les clients, ne sont pas les spectateurs perdants dans ces combats des temps modernes, en garantissant la bonne exécution d'une stratégie sur un temps long, débarrassée des prises de position courtes.